Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va parler de l'Angleterre des Stuarts, Charles II, puis Jacques II, son fils, dont les règnes ont mené à la glorieuse Révolution qui changea pour de bon le régime politique britannique. Lorsqu'il est sur le point d'accéder au trône en 1660, Charles II est un monarque dont l'expérience est marquée par les révoltes contre l'autorité royale. D'abord les révoltes qu'a subies son père, Charles Ier, lors de la première révolution anglaise qui a mené à l'exécution, mais aussi les révoltes de la Fronde, qui sont en même temps. Donc des révoltes autant en France qu'en Grande-Bretagne. Le but du souverain est la réconciliation nationale, c'est-à-dire que tous les républicains seront amnistiés, mis à part ceux dont les actions ont mené à la décapitation du roi. Dans sa déclaration de Breda, le 4 avril 1660, Charles Ier promet aussi de laisser le Parlement se prononcer sur la question des rapports entre l'Église et l'État, rappelez-vous elles étaient très importantes, mais aussi de la question non moins importante des rapports entre le roi lui-même et son Parlement. En 1661, le Parlement accepte la déclaration, ouvrant la voie à un effacement symbolique de toute la période de l'interrègne, c'est-à-dire de la période du Commonwealth et du Protectorat. Les restes de Cromwell sont profanés, c'est-à-dire qu'on va ouvrir sa tombe et sortir son cadavre, qu'on va pendre à Londres, et toutes les lois qui ont été votées entre 1642 et 1649 sont considérées comme nulles et non avenues. En quelques mois, le régime absolutiste est rétabli et la période républicaine est complètement effacée. D'où la notion d'interrègne, parce que c'est une période qui n'a pas laissé de traces dans l'histoire. Cependant, Charles II dispose de la même matrice idéologique, si on veut, que son cousin Louis XIV, et que son père. Louis XIV, au même moment, rappelez-vous, 1661, démarre son règne personnel. Charles II pense que la monarchie de droit divin, et la monarchie illimitée donc, absolue, a été restaurée. Comme pour lui donner raison, dans les premiers temps de son règne, le Parlement qu'il convoque, le Parlement cavalier, parce que soutien du pouvoir royal, Parlement qui dure entre 1661 et 1679, ce Parlement renforce le pouvoir de Charles II. En plus d'accorder aux souverains plus de pouvoir, les parlementaires royalistes rétablissent aussi une censure stricte. Cependant, l'opinion devient rapidement hostile au souverain du fait des frasques qu'il a avec sa maîtresse, mais aussi des signes que sont la peste, puis le grand incendie de Londres en 1666. Même si Charles II arrive à éviter la confrontation directe avec le Parlement, très vite des tensions autour de la question fiscale ressurgissent. Pour faire la guerre, le roi a besoin de l'appui du Parlement, et n'hésite pas à se séparer de conseillers pour faire plaisir aux parlementaires, ce qui acte en fait la responsabilité des ministres devant le Parlement, c'est-à-dire que le Parlement dit si oui ou non un ministre a lieu d'être. Le fait que le roi s'allie dans le même temps à la France, très catholique, de Louis XIV, contre des puissances protestantes comme les Provinces-Unies, provoque aussi des remous dans la société britannique. Afin de pacifier le royaume sur les questions religieuses, le roi signe un acte d'indulgence en 1672, alors que puritains et catholiques sont encore exclus de la vie politique et n'ont même pas le droit de pratiquer leur religion, depuis les lois de 1662. Cette nouvelle législation vise à autoriser ces deux groupes à pratiquer leur religion dans la sphère privée. L'effet escompté fut tout à fait inverse. Les catholiques firent face à une hostilité croissante et à des peines de prison, des condamnations, qui augmentent aussi dans les comtés. Le Parlement oblige le roi à retirer sa loi et adopte une législation encore plus contraignante. C'est le Test Act en 1676, clairement dirigé contre les catholiques, qui vise à obliger n'importe quel détenteur d'une charge publique à prêter un serment de fidélité à la religion anglicane. Cette loi demeure valide jusqu'en 1829, ce qui prouve bien l'impact qu'elle a eu sur le long terme en Grande-Bretagne, et qui remet aussi en question certaines idées qu'on a sur l'Angleterre du XVIIIe siècle, qui serait un havre de tolérance religieuse. Pas du tout le cas. Ces tensions autour de la religion sont symptomatiques de l'antipapisme, c'est une notion qu'on avait déjà vue avant, alors que courent des rumeurs d'un complot catholique de grande ampleur. C'est le fameux Popish Plot de 1678, visant à renverser le roi, visant à rétablir le catholicisme dans le royaume, alors que l'Irlande se rebellerait dans le même temps. Plusieurs catholiques sont assassinés dans la capitale, alors que Jacques, duc d'York, le frère du roi, déclare publiquement s'être converti.
En réalité, il n'avait pas le choix, parce que du fait des Test Acts, il était obligé de prêter allégeance à la religion anglicane, et donc de se convertir à nouveau, ce qu'il n'a pas fait. Il est donc exclu des charges publiques. Il faut rappeler que même si c'est l'héritier de la couronne anglaise, seuls 1% des Britanniques sont convertis au catholicisme, ce qui réduit très clairement la portée d'un supposé complot papiste. Le Parlement cavalier est dissous, et le suivant, par peur des représailles royales, Jacques, le frère du roi, ne peut avoir de charge, comme je l'ai dit, du fait de sa religion, vote en 1679 l'habeas corpus, qu'on verra en cours, qui vise à éviter les arrestations arbitraires. Le problème qui cristallise la peur des Anglais est bien l'arrivée sur le trône d'un monarque catholique, un monarque qui serait aux ordres de Rome. Le Parlement tente donc de lui interdire la succession, ce qui force le roi à le dissoudre, à en rappeler un nouveau, qui réessaye la même chose, qui est de nouveau dissous, et ce qui se passe encore une dernière fois pour un troisième Parlement. Tout ceci montre bien la portée des conflits religieux entre le roi d'un côté, et de l'autre côté, non pas le Parlement, mais l'ensemble de la société britannique, qui n'accepte pas un souverain catholique. Grâce à l'argent envoyé par Louis XIV, Charles II arrive à terminer son règne sans avoir besoin de convoquer un Parlement. Lorsqu'il meurt en 1685, c'est donc Jacques II, catholique, son frère, qui hérite de la couronne. La situation est très tendue, alors que la révocation de l'édit de Nantes, la même année, 1685, fait monter en Grande-Bretagne à nouveau l'idée d'un conflit entre catholiques et protestants, d'un complot papiste. Certain de la validité de son pouvoir absolu, Jacques II proclame 2 édits de tolérance, en 1687 et en 1688, qui concernent tous les chrétiens non anglicans, c'est-à-dire autant les catholiques que les puritains, alors que le Parlement refuse toujours d'abroger les Test Acts. Jacques II, qui avait les défenseurs du Parlement, les Whigs, contre lui dès le début de son règne, voit donc les Tories, les défenseurs de l'autorité royale, se mettre contre lui de la même manière. Il n'est plus soutenu par personne. La naissance d'un héritier mâle au trône, le 10 juin 1688, change encore une fois la donne, et pousse les parlementaires à agir. On ne peut avoir un nouveau roi catholique sur le trône d'Angleterre. L'appel à Guillaume III d'Orange, qui est marié à la fille protestante de Jacques II, Marie, est donc lancé. La glorieuse révolution est en marche et va se solder par la défaite de Jacques II et l'arrivée au pouvoir d'un couple royal. Le Parlement a gagné et redéfini la balance des pouvoirs en Grande-Bretagne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se rejoindra d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Ciao!